Grande voix québécoise féminine, les Français l'ont découverte en 1979 dans l'opéra rock Starmania, où elle incarnait le rôle de la serveuse Marie-Jeanne, avec entre autres chansons célèbres, Le Monde est Stone. En 86, il y eut aussi l'énorme succès de Question de feeling avec Richard Cochian, qui marqua nos esprits. Et puis ensuite une carrière moins show business, peut-être plus authentique d'ailleurs, tournée vers le monde de la ruralité. Alors nous évoquerons avec elle son amour de la terre et de la campagne, son combat aussi pour la leucémie, sa foi catholique et le spectacle qu'elle a monté autour de Saint-Martin. Elle, c'est Fabienne Thibault. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Et merci de nous rejoindre. C'est un plaisir. Dans VIP. Alors c'est vrai que quand on dit Fabienne Thibault, avant tout on pense Starmania. On vous le sort à chaque fois, mais c'est tellement incontournable dans votre carrière. C'est normal et je l'assume avec beaucoup de bonheur. C'est même aujourd'hui, hein, quand on entend les radios, la version du Monde est Stone, c'est la vôtre, toujours. Mais écoutez, je pense que évidemment Starmania a marqué les esprits par notre création. Je dis notre parce que nous étions toute une équipe d'artistes français, d'artistes québécois. Je dis souvent que c'est la plus réussie ou la plus belle des collaborations franco-québécoises. Collaboration dans le bon sens du terme. Il va sans dire, c'est-à-dire un partage, c'est-à-dire une rencontre dans nos différences, dans nos ressemblances et dans surtout un amour mutuel de notre métier. Qui correspondait déjà à cette volonté de Plamondon et de Michel Berger. 27 ans après, c'est toujours un souvenir qui est vivace en vous, cette aventure? Je n'oublierai jamais, j'ai beaucoup appris. Ça a été surtout ma rencontre avec un pays, la France. Et surtout, le plaisir aujourd'hui de chanter, même 25 ans plus tard, à l'âge mûr que j'ai aujourd'hui, de chanter des chansons qui n'ont pas vieilli. C'est pas facile de chanter à 45 ans ou à 50 ans, l'école est finie. Je pense à Sheila, qui est une femme admirable que j'aime beaucoup, parce que le public le réclame, et c'est normal qu'on donne au public ce qu'il réclame. C'est plus facile de vieillir avec Le Monde est Stone. Ou la complainte de la serveuse de tomates. C'est un texte, une musique intemporelle, et surtout des arrangements extrêmement bien réussis. Je pense que Starmania, par la volonté de Michel Berger et l'arrangeur Michel Bernolk, ont donné à cet opéra rock, parce que c'était un opéra rock, un environnement musical qui lui a gardé aujourd'hui toute sa fraîcheur, à la fois symphonique, à la fois rythmique, donc à la fois patrimoine musical et modernité. Alors, j'ai bien dit que les Français, vous avez découvert en 1979, les Québécois, vous connaissez bien avant, parce que vous aviez déjà... Un petit peu avant, quand même. Quelques années avant. J'étais quand même assez débutante, sur un continent comme sur l'autre. Et avec un amour particulier pour les chansons de Gilles Vigneault, qui vous ont porté, que vous avez porté, vous aussi. Alors moi, en fait, j'ai fait des études avant d'être chanteuse. J'ai fait une formation d'orthopédagogie, c'est-à-dire la rééducation, j'interviens en termes de rééducation scolaire, au niveau de l'écriture. Et je chantais avec mes potes à l'université, dans les cafés étudiants. C'était l'époque où le Québec venait au monde. Enfin, on avait un métier qui existait. On sortait de notre comment dire, de l'influence des Américains sur notre métier. On avait des producteurs, enfin une maison de distribution, un ministère de l'Éducation, un ministère de la Culture. Donc, au milieu des années 75, le Québec éclatait. Donc, je faisais partie de cette mouvance, les étudiants, les cafés étudiants, la radio étudiante. Et voilà comment je me suis retrouvée avec des amis à Québec pour chanter dans un grand festival, d'ailleurs nommé par Gilles Vigneault, la Chante-à-Out, puisque ça se passait au mois d'août. J'étais venue chanter avec nos guitares et nos flûtes traversières, quelques chansons de Vigneault, quelques textes d'amis, quelques textes de moi. Enfin, j'avais des sabots, la robe. Je ressemblais à Marie-Jeanne. Quand les gens m'ont dit « Ah, mais la serveuse de tomates, elle avait quelque chose d'extrêmement enfant fleur des années 70. C'est-à-dire, c'est la cousine de province qu'on invite à la maison et quand on part faire le pique-nique, on la laisse garder les enfants. » C'est ce personnage de femme, vous savez, qui a toujours été dans l'histoire très présente, un peu effacée, bonne, à qui on demande beaucoup et à qui on donne peu, et qui souvent avait un regard sur les choses. Ses gouvernantes de famille, ses cousines de province. C'est un personnage un peu comme ça, mais avec l'humour et l'intelligence et l'acuité d'esprit que Plamondon lui avait insufflé. Elle était un peu moi, un peu dedans mi-kilo, comme ça, mais avec quand même une bonne humeur basique. Et alors, quelque chose que vous n'évoquez absolument pas, donc je vais le faire, et surtout, en ce qui vous concerne, une voix totalement incomparable, inimitable, qu'on a tous dans l'oreille, et c'est peut-être pas étonnant si c'est votre version du Monde est Stone qui continue de passer toujours 25-27 ans après sur les radios.
Je pense que, certes, le timbre, la tonalité, parce que Michel Berger avait souhaité que le Money Stone soit chanté aigu, mais il ne voulait pas, dans un ton assez aigu, mais il ne voulait pas une voix opératique. Il voulait une voix de chanteuse, il ne voulait pas une voix de chanteuse d'opéra, de chanteuse lyrique. Il ne voulait pas cette couleur. Bon, par la suite, il y a quelques années, ils ont fait une magnifique version symphonique où là, le rôle de Marie-Jeanne a été interprété par une belle voix lyrique. Mais à ce moment-là, dans la version populaire, pop, il voulait une voix haute. Et quand il est arrivé à Montréal pour nous rencontrer, Nanette Workman, Diane Dufresne et moi, et Claude Dubois, qui étaient les artistes québécois prévus sur la version de l'enregistrement du disque, tout de suite, il m'a joué le Money Stone dans cette tonalité. La, la, la. Et ça a été. On s'est bien entendu tout de suite. Et je pense qu'on a vécu ensemble une aventure. On a marqué... Il y avait des textes qui étaient, vous savez, porteurs dans Starmania, qui est quand même un spectacle populaire, dit de variété. Mais Plamondon avait, je pense, intuitionné quelque chose qui allait se passer. C'est québécois, ça, intuitionné? Oui, ça ne se dit pas. Pas en français, mais c'est pas grave. On est en train d'inventer un mot ou enfin de le... Mais il est très joli. Ben, écoutez, je pensais qu'il existait. Il avait prévu. Il avait prévu, il avait senti venir le temps. Et il avait aussi cette façon de parler de ce qui nous guettait, à savoir les problèmes dans les banlieues. On me dit problème parce que ça en est, mais les problèmes dans les banlieues, l'omniprésence des médias dans la vie des gens, l'omniprésence aussi du pouvoir politique, enfin, ce businessman qui voulait devenir politicien, cette star qui était c'était la Spotlight, des personnages comme ça. Donc, ils avaient vu, tout ça n'a pas changé. Hein? Tout ça n'a absolument pas changé. D'où l'actualité de Starmania, qui est un classique dans votre pays, dans le nôtre. Exactement, avec des mots forts, aussi des mots qui ont suscité à l'époque déjà quelques réactions dans la salle, je m'en souviens bien. Merci beaucoup, Fabienne Thibault. Merci, Emmanuel. Petite fille de cultivateur de Charlevoix, son attachement à la terre est réel, sa terre de Québec bien évidemment, mais aussi la terre française qu'elle défend depuis de nombreuses années en menant des actions artistiques en milieu rural. Une activité loin des paillettes et du show business qu'elle a connue, mais peut-être plus enrichissante et plus féconde pour mon invitée, Fabienne Thibault. C'est l'autre versant de votre carrière, la ruralité. Et oui, c'est vrai que Starmania, par lequel le public français m'a connue, était une célébration, enfin, un grand image, un grand portrait de l'urbanité. C'était très urbain. Le travail culturel sur lequel je me suis penchée depuis quelques années dans la valorisation des patrimoines ruraux et agricoles, ainsi que la pédagogie sur les terroirs à travers le spectacle musical, à travers l'écriture, est un autre versant, mais j'ai toujours vécu à la ville et j'ai toujours eu des racines campagnardes. J'aime la campagne, je n'y habite pas, mais surtout ce qui m'a passionnée, c'est d'observer, ça et là en France, partout, dans toutes les régions, des gens formidables, au cœur de leur savoir-faire, avec des émanations des territoires qui ont une personnalité. Vous savez, quand je suis arrivée en France, Emmanuel, la première fois que je suis allée en Normandie, notre belle Normandie fromagère, que j'ai vu, par exemple, Pont-l'Évêque, mais j'ai dit, mais il y a un fromage qui s'appelle Pont-l'Évêque, ça vient de là. Et j'ai fait comme le rapport entre un produit, des hommes et des femmes, un paysage, un pays, une race de vaches, par exemple. Et enfin, j'ai compris cette notion de terroir, j'ai trouvé ça passionnant. Mais parce qu'elle n'existait pas au Québec, cette notion de terroir? Si, on développe ça depuis une dizaine d'années, mais disons que c'est une particularité française, que cette façon d'identifier et de préserver les qualités territoriales et l'ancrage territorial des productions. Avec cette notion de terroir qui nous fait dire que malgré les frontières administratives, un terroir est une émanation de la terre. C'est aussi une construction par rapport à la géologie, par rapport au climat, mais surtout par rapport à ce que sont les hommes et les femmes qui l'habitent et qui le valorisent. Alors, j'ai parlé, je me suis dit, il me semble que ce serait sympa de créer un grand outil culturel sous forme de comédie musicale où on aurait des représentations identitaires, qualitatives de chaque région, avec des choses qui parlent de nos animaux, qui parlent de nos productions, qui parlent des paysages, qui parlent de sujets transversaux, la réconciliation urbain-ruraux. Et je suis allée voir un peu les producteurs à Paris, il y a une dizaine d'années, et on m'a dit « Ah, toi et tes ringardises de province ». Alors, une Québécoise, je ne lui dis pas ça, ni un ni deux. Je me suis dit, voilà,
tant pis, on va réaliser le projet Our Work in Progress. Excusez-moi le terme anglophone, qui veut dire on travaille, on avance. Donc, avec chaque région, nous concevons des projets qui durent sur une année. Évaluation du territoire, documentation, rencontres, j'ai un coup de foudre pour un sujet, la vache vosgienne, les chevaux de trait, la race partenaise, par exemple, que nous venons de réaliser, une race rustique des Deux-Sèvres. Et là, on construit un calendrier. On se rencontre, on vient sur place, on rencontre les journalistes, on brasse de l'air, on prépare des choses, on trouve une idée, un concept de fête, on rencontre les enfants des écoles, les artistes locaux. Et là, on construit toute une chaîne d'événements culturels où on valorise un patrimoine. Ce patrimoine, qui est un patrimoine, certes, mais une filière qualitative d'aujourd'hui, avec des gens qui portent un produit à bout de bras, avec toute la traçabilité qui convient, tout le courage qui convient. Le monde rural est un monde moderne qui vit aujourd'hui. Les exploitants travaillent avec, ils gèrent sur Internet. Ils sont des cahiers des charges extrêmement compliqués que la plupart d'entre nous serions incapables de suivre. Alors je dis grand respect. Et je travaille à essayer de valoriser avec eux, en partenariat avec eux, leur patrimoine, leur savoir-faire, leurs produits, leur production. Et c'est ce qui a permis que j'ai été honorée il y a quelques mois du grade d'officier dans l'ordre du mérite agricole. Voilà. Tout à fait. Alors, j'ai été chevalier il y a quelques années. Et je suis officier maintenant. Et le mérite agricole, ça se mérite. Et je l'ai fait pour ce grand-père qui était mon inspirateur, mon inspirant, celui qui m'a inspiré toute ma vie, mon grand-père maternel, d'origine normande, de randonnée dans le Perche, ce qui me fait dire nos ancêtres comme randonnée, ma belle, ils s'en sont payés toute une. Alors, je voudrais montrer quand même ce qui reste aussi des productions que vous avez pu faire. Il reste des CD. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure, voilà, le percheron. Alors, il s'agit de Silver Shadowshed, qui est un percheron noir américain. Il n'y avait plus de percheron noir en France. Il est donc revenu, comme moi, donner ses paillettes afin qu'on retrouve ce très beau patrimoine. Il est au haras du Pin en Normandie. La filière charolaise avec les éleveurs du Herbouc, ambassadrice de la Bourgogne, le porc noir gascon, qui donne un jambon extraordinaire, le noir de Bigorre, qui est goûteux et dont le gras ne fait pas grossir les filles, ne vous inquiétez pas. La race bovine vosgienne. La vosgienne. Pour laquelle, d'ailleurs, je parle de bonnes pratiques d'élevage. Une race magnifique, éleveurs des Hauts-de-Vosges et gens fiers, amoureux de leur race. Le Munster, au bout du compte, avec son lait. Et la race bovine partenaise. Voilà, la race bovine partenaise. Avec une prédilection pour les vaches. Poitou-charentais. Vous savez, les vaches, c'est parlant. Les vaches... Mais je ne chante pas que les vaches. On a aussi fait sur la betterave sucrière, enfin. Et là, je travaille sur... Mais c'est facile d'écrire des chansons sur les vaches, sur la betterave sucrière, sur le percheron. Ben, écoutez, c'est passionnant parce que c'est un travail qui implique évidemment mes sentiments, mon regard sur les choses, mais qui est aussi un travail d'aller vers l'autre, puisque je recueille la parole des agriculteurs, des éleveurs, je rencontre les vieux, je lis, je vois les jeunes agriculteurs, leurs problèmes d'installation. Grosse documentation. Les cahiers des charges qui sont, comme je vous dis, le sanitaire, la traçabilité. Ce n'est pas un vain mot. La France l'exige. D'ailleurs, les consommateurs exigent cette traçabilité. Moi, je m'occupe de traçabilité affective. Si vous laissez le... C'est joli comme terme. Et j'ai envie un jour de monter un très, très grand spectacle où on retrouverait toutes les régions de France représentées avec des acteurs, des chanteurs, des animaux. Mais pour ça, il me faut des moyens. Et je me suis dit que ce n'était pas, au départ, les producteurs parisiens un peu empêtrés dans leurs images passéistes et ridiculisantes du monde rural, qui est un monde éminemment moderne d'aujourd'hui. Alors, je me suis dit, tiens, à mon avis, il ne se passera pas grand-chose avec ces gens-là, je vais attendre. Et au départ, on me dit, ah, toi, aujourd'hui, on me dit, ah, c'est super, et tout ça. Alors, voilà comme quoi les mentalités changent. Et j'espère avoir participé avec d'autres à ce grand changement dans les mentalités. Merci beaucoup, Fabienne. Merci, ma belle. En janvier 2002, Nausicaa, petite fille âgée de 5 ans et demi, tombe gravement malade. Diagnostic, leucémie aiguë. Ses chances de guérison sont évaluées à environ 35%. La lutte contre la maladie commence et en mai 2002, l'association Nausicaa combat sa leucémie voit le jour, une association dont le but est de récolter des fonds et de les reverser à la Société française de lutte contre les cancers de l'enfant et de l'adolescent, ainsi que de favoriser l'amélioration du confort des enfants à l'hôpital. Le 22 août 2003,
Nausicaa a cessé de se battre, mais le combat continue en sa mémoire, en son nom, pour que d'autres enfants puissent guérir. Et cette association, Fabienne Thibault, vous en êtes la marraine. Tout à fait. Vous l'avez rencontrée comment, cette association? Alors d'abord, c'est une association qui est sise à Saint-Claude, dans le Jura. C'est donc une association qui origine du Jura et qui combat auprès des équipes du professeur Emmanuel Plouvier, qui exerce au CHU de Besançon. Alors j'ai rencontré le papa de Nausicaa, André Janet, qui a été président des sommeliers du Jura pendant de nombreuses années, qui était donc un grand spécialiste des vins du Jura, et qui est un ami personnel, puisque dans mes pérégrinations, si vous voulez, à travers la France rurale, j'ai évidemment découvert le monde des vignerons, des viticulteurs, et aussi celui des sommeliers qui défendent et qui communiquent, qui sont les premiers communicants, les premiers conseillers pour le choix des vins. Et vous connaissiez donc la petite Nausicaa? Voilà, et j'ai connu ainsi la petite Nausicaa qui venait, donc son papa venait d'apprendre qu'elle était atteinte de cette épouvantable, cette horreur, les leucémies des enfants. Et voilà, c'est comme ça qu'on est entré en contact. J'ai rencontré Nausicaa, qui est une enfant, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs, atteints, sont des enfants admirables, de courage, admirables de proximité, de chaleur humaine. Ils ont un regard sur les choses extrêmement, à la fois enfantin, mais extrêmement sérieux. Et tous les autres parents aussi, parce qu'il y a d'autres enfants qui sont soignés par le professeur Plouvier du CHU de Besançon. Et devant ce sentiment d'urgence, ce sentiment d'injustice que ressentent les parents, ce besoin de partir au combat et de le faire ensemble, de le faire dans un esprit de solidarité, de le faire toujours en proximité avec les besoins immédiats des enfants. Alors, le professeur Plouvier travaille sur des protocoles cliniques, travaille sur la recherche, certes, mais beaucoup sur les protocoles cliniques et surtout, comme vous le disiez si bien en introduction, Emmanuel, dans le confort des enfants à l'hôpital. On sait qu'une grande part de la réussite et de la facilité que peuvent avoir les intervenants médicaux d'exercer des gestes quotidiens, on pense au nombre effarant de prises de sang, d'interventions. Alors, la vie à l'hôpital, les enfants ont besoin de continuer une vie normale, de recevoir leur famille, de recevoir des cours, d'avoir des activités. Et c'est vrai que le CHU de Besançon a énormément investi avec le professeur Plouvier sur ce soutien quotidien aux enfants à l'hôpital, qu'il puisse y avoir moins de rupture entre la vie scolaire ou la vie en crèche. C'est important pour le moral. Pour le moral et surtout pour les possibilités de gérer ces problématiques au quotidien par les équipes soignantes et par les parents. Parce que les parents, on oublie les parents dans ces cas-là, mais comment un parent se sent est extrêmement important sur le confort de l'enfant et vice-versa. Vous avez fait une chanson, la chanson de Nausicaa, tout simplement, pour Nausicaa combat sa leucémie. Oui. Alors, nous sommes en partenariat avec le Conseil général du Jura, qui est très impliqué dans le développement de Nausicaa. Et on a réalisé avec mon ami Ganaël, auteur, et une jeune compositrice ou compositeur qui s'appelle Leslie Salzman. Et on a fait ensemble cette chanson qui, je pense, fait bien ressentir et comprendre ce combat des enfants, cette souffrance, mais cet espoir et ce courage qu'il faut garder. Dans l'esprit de Nausicaa, elle n'est plus là, mais elle est toujours avec nous. Aujourd'hui, d'autres enfants sont vraiment en soins au CHU de Besançon. Et cette chanson, pour moi, c'est une façon de faire connaître l'association et de faire ressentir par le cœur, par l'âme, par les oreilles, par les sens, un sujet dramatique, mais qui a ses parts d'humanité, sa grande part d'humanité. Et les gens sont ouverts, ont envie d'entendre parler de ça? Je le pense, et il faut le faire en ouvrant des portes qui sont celles par la tendresse, par la joie. Parce que la souffrance de l'enfant, c'est quand même un sujet qui est très, très dur à évoquer. C'est quand même épouvantable. Et Nausicaa adorait la chanson que nous avions écrite. Et elle aimait entendre chanter. Donc, on lui chantait « Ma mère chantait toujours » aussi, qui est une chanson de Luc Plamondon, qui avait écrite pour moi sur la transmission des valeurs par la voix des mères. Et je sais que tout à l'heure, vous parliez à vos bébés qui sont là. Alors, ils vous entendent, ils entendent votre voix et peut-être entendent-ils la mienne. En tout cas, je suis très fière de cette association qui est une association régionale, mais avec une dimension planétaire. Vous savez, je suis très attachée aux régions
Et pour moi, tout ce qui émane des régions, dans le courage et dans la proximité des individus avec leurs propres besoins, dans ce que j'appelle une notion de transfert, où on travaille ensemble, c'est fondamental. Alors, on aura l'occasion de le redire et d'en reparler de manière plus approfondie dans l'émission, mais vous êtes croyante, hein, Oui. de foi catholique. Quand vous pensez à Nausicaa, vous la priez, vous lui parlez? Je lui parle, je lui chantonne sa chanson, et je sais qu'elle est là, qu'elle rit, qu'elle est allée retrouver son grand-père, d'ailleurs de l'autre côté, et qu'elle est auprès du Seigneur et des anges pour lui souffler de temps en temps à l'oreille des petites choses à faire. Et j'espère qu'il sera peut-être possible pour les gens, si on peut nommer le nom du site et comment donner les dons, Emmanuel. Bien sûr, Nausicaa combat sa leucémie, www.avant.com après. Et puis on peut contacter KTO, de toute façon, ce sera sur le site internet de KTO. Je vous en remercie. Donc de toute façon. Au nom des familles et des enfants. Et nous, on va dédier cette conversation à la petite Nausicaa qui nous écoute certainement. Merci beaucoup, Fabienne Thibault. Merci, Emmanuel. Celui qui ne sait pas partager est infirme de ses émotions, écrit Marc Lévy dans Et si c'était vrai. Alors le partage, c'est une notion de base, on pourrait dire, qui nous éloigne de notre nombrilisme, de nos égoïsmes quotidiens, nous ouvre à l'autre, qu'il s'agisse de partager ses biens, sa joie ou sa souffrance. Le partage est également une valeur éminemment évangélique, choisie par mon invité, Fabienne Thibault. Quand vous pensez au partage, on va commencer par la phrase de Marc Lévy. Elle vous plaît, cette phrase, tout déjà? à fait. Celui qui ne sait pas partager est infirme de ses émotions. Je suis absolument d'accord. C'est comme ça que vous le vivez? C'est comme ça que je le vis. Je pense que celui qui perd de vue cette notion est aussi infirme de son humanité. Alors, c'est un grand drame. Maintenant, moi, j'aimerais axer, si vous le voulez bien, Emmanuel, cette notion de partage dans quelque chose d'un peu pragmatique. Parce que quand on pense au partage, beaucoup d'individus imaginent quelque chose qui est presque du domaine de la sainteté, pour lequel on s'extrait, on s'abstrait de sa dimension de la chair, on s'abstrait du quotidien, on s'abstrait du réel, pour entrer dans une espèce de monde idéal où on partagerait. Moi, je ramènerais le partage vraiment à une notion très quotidienne et très pragmatique, et je lui ajouterais peut-être la terminologie de transfert, ce qui rend le partage un peu moins, peut-être un peu moins idéalisé. Et comme diraient certaines personnes, on ne peut pas être plus catholique que le pape. Donc, il y a comme une espèce de but idéal sur le mot partage. Mais le partage, c'est la générosité, c'est la solidarité. Mais c'est aussi dans nos quotidiens de professionnels, quel que soit le métier que l'on fasse. Alors, par exemple, vous concernant... Par exemple, le transfert. Bon, on prépare quelque chose ensemble. Ça sert à quoi que je vous laisse chercher sans vous informer? Je veux dire, il faut que chacun, dans ce que l'on fait, on soit toujours dans la possibilité d'informer l'autre qui travaille à côté de nous, parce que souvent on travaille avec de multiples gens qui font toutes sortes de métiers. C'est une façon de partager les valeurs, mais aussi de partager l'information, de se dire qu'on est tous en quête quelque chose dans le même but et de travailler ensemble, de se dire les choses, de se dire la vérité, de ne pas laisser l'autre chercher inutilement, de vraiment être dans le droit fil. Pour moi, le partage, c'est ça, c'est de travailler ensemble pour le bien commun. Il y a une notion de travail d'équipe, de collectivité. De travail d'équipe, de collectivité, et dans un but pragmatique, pour aller plus facilement ensemble à de bons résultats, et pour que tout le monde se fatigue moins, et pour qu'on y arrive ensemble, et qu'on puisse, à partir du moment où on est arrivé déjà à une première réalisation, qu'on puisse continuer sans s'épuiser sur des conneries, où les gens ne se disent pas les choses, où les gens se laissent travailler pour rien avant de dire « mais pourquoi tu as fait ça ?» Tu vois, donc... Et pour ça, il faut avoir beaucoup d'humilité et beaucoup d'orgueil. Parce que c'est souvent l'orgueil qui nous empêche de dire à l'autre. Mais là, c'est une véritable critique du monde de l'entreprise, là. Peut-être parce que nous, dans le métier, on est à la fois dans les entreprises et un peu extérieur. On est des électrons libres. Et pourtant, l'électron libre peut avoir un côté un peu indépendant, dans le sens un peu, comment dirais-je, non partageur. Ben, un électron libre peut partager. Nous sommes tous un peu des électrons libres, mais on est sur des voies et sur des rails. Donc le partage, pour moi, il est dans le quotidien, il est au niveau du travail, même au niveau de nos ambitions personnelles, et il est aussi, évidemment, dans le partage spirituel, dans le partage des valeurs, dans le partage des moyens, et dans le partage de la foi, de nos paroles intérieures, de nos secrets. Oui, je parlais de valeurs éminemment évangéliques. Tout à fait. Tout à fait. Et le partage, d'ailleurs, nous est signalé
tous les jours dans l'Évangile, il nous est signalé partout. Et c'est une notion à la fois spirituelle et bien terrestre. Bien concrète. Bien concrète. Mais alors, vous avez évoqué un mot quand même qui est intéressant. Vous parliez de sainteté. Quand on est catholique, pratiquant, c'est ce vers quoi on est censé tendre. Oui. Mais la sainteté, elle n'est peut-être pas si inaccessible que ça. C'est peut-être pas toujours, à chaque fois, on n'est pas obligé d'être martyr. Non. Dans je ne sais pas quel pays d'Asie ou d'Afrique Oui, pour ou être saint. d'abandonner toutes ces envies ou tous ces... On y est tous appelés. Donc, est-ce que c'est si inaccessible que ça? Je ne le pense pas. Je pense que la sainteté, ça dépend dans quel sens on lui donne exactement, mais je pense qu'on peut le teinter effectivement d'accessibilité parce que c'est d'aller vers le meilleur de soi-même. Et je pense que Dieu n'attend pas de nous autre chose que nous restions humains, mais humains pleinement. Humains, c'est-à-dire seuls avec les autres. D'être soi-même seul tout en aimant les autres. Qu'il est dur d'être un homme parmi les autres hommes, d'être soi-même et seul tout en aimant les autres. Qu'il est dur d'être un homme chargé du lourd fardeau, d'être avant tout un homme privé de son repos. Pour moi, c'est ça le partage. C'est quoi ces petits... Ce petit extrait de texte, bon, c'est un texte que j'ai écrit. Sur le... Oui, parce que j'écris des textes sur la spiritualité, avec des mots simples, des mots qui m'ont été légués par mes grands-parents, parce que je suis une paysanne. Donc, j'écris comme une paysanne et pas comme une intellectuelle. Au moins, ça va directement au cœur. Pour revenir au partage, à la notion de partage, à cette valeur, qu'est-ce qui, d'après vous, est le plus difficile à partager? Ah, je pense que les gens ont beaucoup de mal à partager, peut-être pas leur argent. Parce que maintenant, on arrive à un moment donné où les gens ont énormément sollicités pour partager. Et je pense que les gens ont appris à ouvrir leur porte-monnaie. Oui, on l'a vu au moment du tsunami, notamment. Voilà. Et je pense que c'est excellent parce qu'on dit tous que c'est le nerf de la guerre, de cette vie terrestre dans les sociétés dans lesquelles on vit. Les gens, mais par contre, peut-être que parfois, ils ont ouvert leur porte-monnaie, mais ce qui est le plus difficile à partager pour moi, c'est, je dirais, les secrets personnels. Les gens ont souvent beaucoup de mal à dire leur intimité. Est-ce que c'est une question de pudeur? De pudeur, qui est une qualité magnifique aussi, la pudeur. Partager son monde intérieur, partager son intimité, mais c'est quelque chose qui est délicat, parce que quand on partage son intimité, son monde intérieur, on a énormément besoin, on a soif d'une totale franchise, et c'est vrai que si on est trahi, c'est bien difficile. Le partage, pour moi, de l'information, je dirais que dans ce monde où on est dans un monde total d'information, on est submergé d'informations, les médias sont omniprésents, on se demande si parfois les gens se disent les choses qu'ils doivent se dire, on en arrive à des drames parce que les gens ne se sont pas expliqués et n'ont pas pris la parole franchement pour dire ce qu'ils voudraient faire et ce qu'ils voudraient être, et comment on peut le faire, et comment on peut être. Et ça, c'est vrai que le vrai partage de l'information, c'est pas encore pour tout de suite. Ce que j'allais dire, c'est pas gagné. Mais il faut y croire. Merci beaucoup, Fabienne. L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. Et cette très belle phrase, elle est de Montaigne. Un feu qu'on allume, bien sûr, mais qu'il faut nourrir ensuite d'amour, de valeur et ouvrir à la vie. Et votre enfance, Fabienne Thibault, ça a été une enfance remplie d'amour, de valeur aussi. On va Alors moi, je suis issue de deux univers. Je suis née à Montréal, dans l'est de la ville, qui était le quartier canadien-français, ouvrier. Et mes parents étaient venus à Montréal à 22 ans, au début des années 50. Ils avaient quitté la région de Charlevoix, où mes grands-parents étaient des deux côtés des cultivateurs. Je ne dis même pas agriculteurs, parce que agriculteur, c'est déjà un peu trop riche. C'était des cultivateurs vivriers, qui avaient des petites exploitations, quelques bêtes. Et mon grand-père coupait du bois aussi, parce qu'un paysan québécois, sans le bois, il ne pouvait pas y arriver. Donc, mon grand-père maternel était un homme extrêmement attachant. Il s'appelait Armand Tremblay. Comme la famille canadienne-française la plus nombreuse, vous savez qu'il y a presque 300 000 Tremblay en Amérique du Nord qui descendent d'un couple. Un homme et une femme qui sont venus de Normandie. Et
de la Saintonge qui se sont mariés à Québec en 1640 et qui ont eu une ribambelle de descendants dont je fais partie, mais bien que je m'appelle Thibault, moi je suis une 3/4 Tremblay, c'est-à-dire que mes deux grands-parents maternels étaient de Tremblay, ma grand-mère paternelle aussi. Donc j'ai passé tous les étés de mon enfance dans ce magnifique pays de Charlevoix. À la campagne, vous l'avez déjà dit, vous étiez à la fois urbaine et campagne. Voilà, oui. et puis la vie scolaire à la ville. Donc j'ai porté ces deux valeurs. Mon père était maçon. Il a eu ensuite sa propre exploitation, pas exploitation, mais sa propre petite boîte de travaux et de réparation. Donc j'ai été élevée à la fois dans les valeurs du maçon, c'est-à-dire occupe-toi de ton chantier, construis ton chantier, respecte ton client qui est ton partenaire, sois attentif à ses besoins, mais sache lui dire ce qu'il ne souhaiterait pas entendre parfois si c'est nécessaire. Donc j'ai été élevée dans les valeurs d'analyse du chantier, de réalisation, de mise en place des outils pour y arriver, Côté de papa, travailler ça. en équipe. Ça, c'est très papa. Et très maman, Et du côté de ma mère était, du côté de mon père, c'était des gens très pragmatiques, des paysans. Du côté de ma mère, des gens plus sensibles, plus tranquilles. Mon grand-père, ma mère aimaient chanter, donc c'était toute la transmission par la voix, du chant, transmission aussi des valeurs spirituelles. Mon grand-père Thibault, le père de mon père, ils étaient catholiques comme tous les paysans et tous les Canadiens français, mais bon, c'était un petit peu plus rock'n'roll, si tu veux. Alors que du côté de ma mère, mon grand-père était plus pieux, sans être une grenouille de bénitier, mais c'était un homme proche de Dieu, proche de sa foi, très noble dans sa tête, qui a travaillé pour envoyer des enfants à l'école. Et ma grand-mère maternelle aussi, qui s'appelait Rosanna, était très pieuse, avec une foi une foi de femme de combat, une foi très joyeuse. Ma grand-mère était une femme joyeuse. Et ça a donné alors une petite Fabienne Thibault qui avait quel caractère? Ben d'abord, la petite Fabienne Thibault, elle était plutôt rondouillette. Alors déjà, j'ai toujours eu des problèmes de poids depuis ma petite enfance. J'ai eu un frère quand j'avais 13 ans, donc j'ai été un peu élevée toute seule. Un peu fille unique enfant pendant 13 ans. unique. Oui. Ma mère a eu le malheur de perdre 5 enfants, des grossesses qui allaient assez tardivement, si tu veux, dans les mois, mais avec des enfants qui n'étaient pas viables. Et donc, j'allais beaucoup chez mes cousins et mes cousines, mes tantes. Donc, j'ai été élevée quand même dans une atmosphère assez bousculante, beaucoup de cousins et cousines, auxquels je suis restée très attachée. J'en ai 50 d'un côté, 50 de l'autre. Quand même. Alors, ça fait quand même une bonne famille. Une bonne famille. Et puis, j'étais une enfant, je chantais tout le temps. Déjà. Et quand on me demandait de chanter, je voulais pas. Par contre, quand c'était pas le temps, je chantais. On s'amusait beaucoup. J'ai été élevée dans l'Est de Montréal, à côté d'un hôpital psychiatrique très célèbre, qui a fait que j'ai eu rapidement des contacts avec ce que je dirais les gens un peu marginaux, qui s'étaient psychiatrisés. J'aime beaucoup les fous. Je crois que si je mets des guillemets à ce mot, je crois que si toutes les sociétés avaient leur conseil des fous, composé de fous et de poètes, peut-être que le monde irait un peu moins mal. Mais ça, c'est une autre suggestion qu'on fera peut-être un de ces jours. Elle a le mérite d'être originale, en tout cas. Voilà, donc j'ai été... le handicap mental, j'ai employé ce terme fou dans sa majesté, n'est-ce pas? Oui, on a bien pas compris. dans une acception du tout péjorative, mais j'ai été élevée aussi très proche d'un cousin de mon père qui était handicapé mental, qui m'a énormément appris. Alors qu'il était dépourvu de possibilités intellectuelles, il avait un cœur immense, il avait un regard sur les choses, beaucoup d'amour à donner, beaucoup de bonne humeur. Comme souvent, ces personnes-là. Et j'ai énormément appris de lui, de ma cousine trisomique, avec qui j'ai été élevée. Et ça, c'est quelque chose qui restera pour moi, je dirais, une exigence de l'enfance ou quelque chose qui m'est resté de mon enfance que je n'aurais pas pu réaliser, c'est-à-dire être très présente, et j'aurais aimé travailler auprès des gens handicapés mentaux pour d'abord autant apprendre d'eux, de ce qu'ils peuvent apprendre de nous, et de leur donner leur place, parce que je pense que le regard est à changer. Je suis aussi marraine d'une résidence dans le Perche, qui s'appelle la résidence Beaujardière, qui est une résidence créée par les parents pour donner un lieu de vie ouvert, formateur et sécurisant pour leurs enfants adultes handicapés mentaux. Et ils ont une ferme, ils travaillent, ils font des choses formidables. Et ça restera toujours un petit... Je dirais peut-être j'aurais aimé avoir 3 vies pour réaliser
ce que mon enfance m'a donné, ce que les gens autour de moi m'ont donné comme valeur, comme ouverture d'esprit. Alors certes, j'aurais pu vivre celle de la femme musique, celle qui vit dans les mots, la musique et le spectacle, mais j'aurais aimé pouvoir être une Fabienne qui aurait travaillé toute sa vie au service des handicapés mentaux, et peut-être une autre Fabienne aussi qui aurait été, pourquoi pas, cultivatrice, ou en tout cas, je ne sais pas, ou autre chose, ou peut-être avoir un véritable choix spirituel. J'ai eu un grand amour toute mon enfance pour les religieuses. J'ai un immense respect pour les sœurs et je pense que le fait que le monde, maintenant, il y en a de moins en moins, qu'elles vieillissent et tout ça, il faut les aimer. Nos bonnes vieilles sœurs, les religieuses. Moi, j'ai eu des professeurs religieuses qui m'ont enseigné des choses qui étaient magiques, qui avaient une ouverture d'esprit, un humour. J'ai toujours beaucoup aimé. Et aujourd'hui, je leur rends hommage. Toutes ces religieuses. Le Québec, d'ailleurs, est né des religieuses. S'il n'y avait pas eu les sœurs qui sont venues pour faire les premiers hôpitaux, les premières écoles pour les femmes. Et voilà, c'était des femmes admirables. Alors, dernière question, Fabienne Thibault. Si vous pouviez rencontrer la petite fille que vous avez été, vous lui diriez quoi? Qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? La petite fille que j'ai été, je lui dirais, mange pas trop de chocolat. Oh, j'espère que je lui dirais quelque chose de plus intelligent que ça. Non, mais c'est que ça vous a marqué aussi. Bah, voilà. J'aimais bien les gâteaux. Alors, ça porte sur les hanches. Forcément. Bon, en tout cas, on pense à elle, à cette petite fille qui a donné la femme que vous êtes aujourd'hui. Celle qui chantait déjà derrière ses lunettes d'enfant myope. Voilà. Merci beaucoup, Merci. Fabienne. Récit d'une histoire sainte. Saint-Martin est né au IVe siècle en Haute-Pannonie, l'actuelle Hongrie. Il était le fils d'un officier romain. Il s'est engagé à 15 ans dans la cavalerie impériale romaine. Alors on connaît tous l'épisode du partage de son vêtement avec un autre pauvre mendiant, ainsi que la vision céleste le menant au baptême. On les connaît parce qu'ils ont été beaucoup célébrés dans l'art sacré. Ensuite, il a quitté l'armée. Il s'est mis sous la direction de Saint-Hilaire, alors évêque de Poitiers. Et après avoir vécu 10 ans comme ermite, il va fonder le premier monastère de la Gaule à Ligugé, près de Tours. Il va être nommé évêque de Tours à l'âge d'environ 55 ans. Il va fonder aussi un centre monastique à Marmoutier. Et il sera le premier évêque qui va vraiment évangéliser les campagnes en créant des églises. Et il décédera très tard et très vieux pour l'époque, à l'aube du 5e siècle. Il avait un peu plus de 80 ans. Et si on parle de Saint-Martin, ce n'est pas une lubie de ma part, Fabienne Thibault, c'est que Saint-Martin est à la base d'un spectacle que vous avez écrit. D'abord, j'ai commencé par, évidemment, dans mon pérégrination à travers les terroirs, je suis arrivée dans cette magnifique région, la région Centre et la Touraine. J'ai trouvé cette région passionnante, donc j'ai commencé à me documenter. Et en me documentant sur la Touraine, sur la ville de Tours, évidemment, je suis tombée sur ce personnage absolument passionnant et fascinant. Et je ne sais pas pourquoi, enfin, je ne sais pas, mais je sais, cette écriture m'a complètement happée. Vous vous êtes dit, il faut que j'écrive un spectacle sur Saint-Martin. Et puis, à l'époque, nous avions des contacts avec la ville de Tours qui préparait la visite de Jean-Paul II, bien sûr. En 96 ou 97, je crois que c'est 97. Et donc, la ville de Tours m'a plus ou moins demandé si j'avais la possibilité d'écrire un spectacle sur Saint-Martin. Et comme déjà j'avais commencé à gribouiller, enfin, quelques textes, et que j'ai été vraiment happée par le personnage, par son message qui était passionnant, entre autres dans le personnage de Saint-Martin. C'est d'abord son existence à une époque où les hommes n'avaient pas la même construction mentale que nous. Donc cette façon d'être à la fois au cœur du réel, complètement pragmatique, l'évangélisateur. En même temps, il y avait toute une part de lui-même, l'homme le miraculeux, le visionnaire, qui aujourd'hui nous semble indissociable, mais qui dans le cadre de sa présence, d'homme de cette époque, à la fois dans le réel et dans le monde spirituel, en plus, tout son apport au point de vue de la culture paysanne, et surtout le fait qu'on n'a aucune parole de lui, qu'on n'a que ce qu'on en a dit. Alors, il a eu un héritage fabuleux à travers une aura, à travers une œuvre d'homme simple, à la fois ermite, à la fois évêque,
et des décisions qu'il a prises. Il avait une espèce de modernité totale, quoi. Alors, est-ce qu'on peut avoir un extrait de ce que vous avez, de ce qui vous a inspiré? Parce qu'en plus, ça a été de l'écriture pratiquement automatique. Hein, donc oui, alors ce sont des mots très simples. Mais j'ai mis dans la bouche de Saint-Martin un hymne d'amour, un cri d'amour pour le Christ, évidemment. Parce que c'était, pour Saint-Martin, c'était le Christ qui incarnait son cheminement. Il est venu vers moi, m'a inondé de sa présence. Il a comblé le vide immense qui guettait chacun de mes pas. Il est entré en moi, puis il a guidé mon errance vers ce lieu de persévérance où la vie me tendait les bras. Il, lui, le Christ, mon Dieu et mon Maître et ma foi, ce feu secret qui me dévore, omniprésence qui m'honore, dans l'intimité de la joie. Il, lui, le Christ, mon Dieu et mon Maître et ma loi, toute puissance et toute gloire. Sa parole est dans ma mémoire, avec le signe de la croix. Il s'est penché sur moi, m'a abreuvé de son courage, et il a brisé l'esclavage qui m'enchaînait à ici-bas. Il a tracé pour moi comme une route de lumière. J'ai engagé ma vie entière et le suivrai jusqu'au trépas. Il, lui, le Christ, mon Dieu et mon Maître et ma foi, ce feu secret qui me dévore, omniprésence qui m'honore, dans l'intimité de la joie. Il, lui, le Christ, mon Dieu et mon Maître et ma foi, toute puissance et toute gloire. Sa parole est dans ma mémoire avec le signe de la croix. C'est Saint-Martin qui parle ou c'est Fabienne Thibault? C'est Saint-Martin, mais c'est peut-être un peu moi. Parce que pour en venir à votre foi, elle est vivante, j'allais dire. Oui, je suis. Une foi reçue. Oui, c'est une vivante. foi reçue, c'est une foi culturelle aussi. Parce que pour moi, la foi, la religion est à la fois quelque chose de... D'abord, la foi, c'est quelque chose de profond. C'est la décision d'un être, décision qui est parfois irraisonnable, qui est parfois du domaine de la passion. Donc, c'est à la fois romantique, c'est à la fois profond, c'est physique, parfois à la fois aussi. C'est dans le geste, c'est dans l'espoir et c'est aussi dans ce qui nous anime depuis l'ouverture des yeux jusqu'à nos yeux se ferment. C'est une évidence pour vous? Pour moi, c'est une évidence. Et cette foi qui est pour moi quelque chose d'évidemment qui m'a été apporté, je dirais, par mon père, qui pourtant était un homme pas particulièrement pieux, mais c'est un homme, mon père, qui était très proche de Dieu, dans le secret de son âme. Et mon père est décédé en 2003. Je lui ai fermé les yeux. Il était un dimanche. C'était le jour où je savais qu'il aurait voulu partir. Il était 21h50. J'étais à côté du lit. Je me suis levée, j'ai fait le tour, j'ai pris son visage. J'ai dit, papa, écoute-moi, il faut que je parte jeudi prochain. Et pour que je parte jeudi prochain, il faut que je t'enterre mercredi. Et pour que je t'enterre mercredi, il faut que je fasse la veillée funéraire mardi. Et pour ça, papa, il faut que M. Bradette s'occupe de ton corps demain. Aujourd'hui, c'est dimanche, le jour du Seigneur. Si tu veux que ça se passe comme tu voudrais que ça se passe, tu peux y aller, papa. Peux-tu m'attendre? Je reviens la semaine qui suit. Il a fait non. Papa, tu peux partir. Les yeux ont fait oui. Il a pris une dernière respiration. Comme un enfant qui vient au monde, il a fait sur moi. Et il est parti. J'ai remis la couverture, j'ai mis son chapelet dans ses mains. J'ai réveillé ma mère qui s'était endormie. Et pour moi, la foi, c'est ça. C'était entre lui et moi cette confiance qu'il allait rejoindre le Seigneur et qu'il n'y avait pas de mal à ce qu'il le fasse au moment où il le fallait. Pour le bien de tout le monde et surtout dans le désir de faire un beau chantier. D'avoir commencé le chantier et de le clore avec toute sa notion d'homme, de métier et d'humain. Et de maçon qu'il était. Et le maçon qu'il était. Alors, cette foi, pour moi, elle est comme ça. Je prie, j'aime aller à l'église, mais c'est aussi culturel parce que c'est toutes les couleurs de mon enfance, les odeurs de l'encens à la messe le dimanche, quand mes parents chantaient. Pour moi, c'est la vérité d'un être. Et on peut vivre, je pense, en ayant la foi que l'on a, la religion que l'on a acceptée, choisie et en même temps qui nous a été instillée ou instillée à l'intérieur, qui parfois même est commencée dans le ventre de notre mère.
J'ai vécu pendant de nombreuses années avec le papa de ma fille qui était Pashtun, qui l'est toujours d'ailleurs, de la frontière pakistano-afghane. Il a vécu son islam et moi, ma foi chrétienne, en très bonne adéquation et en très, très, très bonne amitié. Je pense que c'est possible que nous partagions cette planète. Voilà des mots et un discours qu'on aimerait entendre plus souvent. Et merci de l'avoir tenu ici, chez moi, à KTO. Merci beaucoup, Fabienne Thibault. Merci beaucoup, Emmanuel. Tout au long de cette semaine, nous avons eu une magnifique discussion avec l'invité de VIP, Fabienne Thibault. Nous allons la conclure comme nous le faisons traditionnellement. Pas de la manière la plus facile, hein, Fabienne Thibault. C'est avec des questions parle de tous les côtés, qui là. fusent un peu de tous les côtés. Et même si on dit des bêtises, non, c'est pas grave. Vous les assumez. Bon, je les assume. Allez. Fabienne Thibault, s'il y avait quelque chose d'absolument essentiel à comprendre de votre existence, ce serait quoi? La mienne. S'il y a quelque chose d'essentiel qu'on doit comprendre de vous avant de se quitter, ce serait quoi? Sinon, on n'a pas compris. Mon courage. Votre courage. Oui, quelqu'un de courageux. Je crois que c'est ressorti, effectivement, pendant l'émission. Qu'est-ce que vous seriez heureuse d'avoir accompli à la fin de votre vie? Ma fille, certes, Zoé. D'avoir accompli des beaux chantiers. On reste dans l'esprit maçon du papa. Exactement. Et puis des beaux chantiers et quelques jolis potagers. Par mon amour de la ruralité. Quels sont les démons que les années n'ont pas assagis? La gourmandise. Les démons, la gourmandise, un petit peu de paresse physique. J'aimerais être plus... pourtant, je suis solide, je vais partout et tout ça, mais j'aurais aimé être un peu plus sportive. C'est vrai que je suis un peu à la ramasse pour ça. Il manque un petit peu de... Est-ce que vous avez une devise ou une phrase qui vous guide dans la vie? Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. J'aime beaucoup cette phrase. J'aime beaucoup aussi la devise du Québec qui dit « Je me souviens ». Vous mettez quoi, vous, dessous le « je me souviens » ? Je me souviens, c'est « je n'oublie pas que dans les autres, il y a moi, que dans moi, il y a les autres. Je n'oublie pas que je suis un être qui va mourir, qui va repartir vers d'où il est venu. Je me souviens de ce que nous fûmes, nous les Canadiens français, fils de la Nouvelle-France, des fraîcheurs. Je me souviens de mon enfance, je me souviens de mes amis, je me souviens des émotions. Enfin, je pense qu'il faut se souvenir, mais sans avoir un esprit passéiste, tout en regardant devant. Oui, tout en avançant, regarde derrière toi. Quel est le combat, quelle est la référence, sinon l'amour immense qui s'attache à nos pas. Et ça, c'est... Ça fait partie de toute mon écriture sur l'agriculture. C'est un grand hymne aux paysans. D'accord. Grand hymne. Qui ne pourrait-on vous soupçonner d'admirer? Écoutez, j'aime... Aussi surprenant que ça puisse paraître, par exemple, j'ai admiré longtemps un très grand acteur américain, magnifique, que je n'admire plus pour son combat pour les armes, qui est Charlton Heston. Charlton Heston, c'est quand même pas n'importe quoi. Ce mec a incarné Moïse, ce mec a incarné des personnages sublimes, importants, la mythologie américaine, certes, il a toujours été un héros. Et cet homme, à la fin de sa vie, s'implique dans la warfare américaine pour la possession des armes. Comment peut-on être aussi stupide? Et pourtant, je continue de l'aimer quand je vois dans les films de Fountainhead avec Patricia Neal, où il joue le rôle d'un très grand architecte américain qui a rénové, qui a révolutionné l'architecture américaine, qui est implanqué dans des architectures très faussement gréco-romaines, qui a ouvert l'esprit, qui était un artiste extraordinaire. Ce mec-là joue ça, et après ça, il nous fait suer. Et il fait une horreur, je veux dire, il défend les armes aux États-Unis. Pour moi, c'est... L'homme n'est pas à la hauteur de l'artiste. Non, vraiment pas. Et quelle est la personnalité politique que vous estimez le plus? Monsieur René Lévesque, Premier ministre du Québec, qui nous a quittés depuis.
qui a porté le combat de l'indépendance du Québec, qui était peut-être un combat vain, un combat un peu inutile, puisqu'aujourd'hui, à notre époque, la France intègre l'Europe. Enfin, il y a des mouvements de ce type. Il est certain que le Québec peut rester dans le Canada. Le Canada est un pays remarquable, un pays de paix, un pays dont je suis fière. Mais mon identité, c'est québécoise et je pense qu'on peut être de chez soi tout en étant de partout. Et je pense que M. Lévesque a quand même porté cette fierté et qu'il y a moyen aujourd'hui de renégocier certaines choses tranquillement, en se parlant dans le blanc des yeux, mais debout, face à face et non pas un debout et l'autre à genoux. Ben, comme ça, c'est dit. Fabienne Thibault, avez-vous un rêve inachevé? Oh, de nombreux rêves inachevés. Il y a un rêve qui est... Bon, il est certain que je pourrais vous dire, Emmanuel, je rêve que la Terre soit plus accueillante pour ses enfants, je rêve que tout le monde mange à sa faim. Tout ça sont des rêves dont je ne suis pas, responsable de l'inachèvement, dont je participe en tant qu'être humaine, en tant qu'être social et en tant que membre d'une communauté humaine. Mais disons un rêve un peu plus personnel. J'avais commencé un grand travail d'écriture que je n'ai pas pu mener à bout, qui était une féerie que j'avais écrite autour de la Loire. Parce que j'aime beaucoup la Loire. J'ai retrouvé la Loire dans le travail, entre autres sur la ruralité, que j'ai fait sur Saint-Martin aussi. Mais j'aurais aimé que ça s'appelait Au pays des 6 rivières. Et j'avais pris des rivières que j'avais humanisées, et je leur avais donné la parole dans un grand... La Loire rencontrait des personnages historiques, François Ier, Léonard de Vinci. Voilà, ça, c'était un rêve un peu inachevé, mais je ne dis pas mon dernier mot. Il y a encore le temps. Je suis encore jeune, la veille est encore jeune, comme aurait dit Gilles Vigneault. Et voilà, la boucle est bouclée. Je vous remercie beaucoup d'être venue dans notre émission, Fabienne Thibault, partager vos différentes passions, votre vitalité aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Souhaitez-moi de garder des bonnes jambes. Parce que du côté de mon père, on a une fragilité des jambes. Mon père est d'ailleurs parti d'une maladie dégénérative, système neuromusculaire. Donc, j'espère que je garderai de bonnes jambes. Parce que pour être debout et pour marcher sa terre, comme disait mon grand-père, pour aller vers l'autre, il faut pouvoir avoir des jambes. Alors, j'espère qu'elles me garderont debout jusqu'au bout. Eh ben, je vous souhaite de rester debout jusqu'au bout, Fabienne Thibault. Merci beaucoup. Au revoir.